VOA Afrique. Bienvenue à vous cette semaine. Zoom sur la présidentielle américaine, les élections les plus médiatisées, les plus coûteuses, mais aussi celles qui intéressent toutes les classes sociales à travers le monde. On vous emmène étape par étape à travers les États-Unis. C'est tout de suite dans Washington Forum. Trump, Clinton, Sanders, Cruz, républicains ou démocrates, ils sont en lice pour la Maison-Blanche le 4 novembre prochain. D'ici là, plusieurs étapes, primaires, conventions et autres Super Tuesday, tout un processus propre aux élections américaines et des candidats ultra médiatisés, décryptage avec nos invités. Washington Forum. Les médias du monde entier ont afflué aux États-Unis pour couvrir les primaires de l'Iowa. Victoire sur le fil de Hillary Clinton chez les démocrates devant Bernie Sanders. Côté républicain, le très conservateur Ted Cruz a battu le très médiatique Donald Trump. Dans le même temps, sur les plateaux télé, les historiens, les spécialistes et autres chroniqueurs analysent, scrutent les candidats et leurs mots. Retour en images sur cette première étape incontournable avec John Lyndon. Que Dieu bénisse le grand État de l'Iowa. Le républicain Ted Cruz, sénateur du Texas, un ultra-conservateur, a donc remporté la course dans l'Iowa face à une longue liste d'adversaires. 28% des électeurs ont voté pour lui. Ce soir est une victoire pour les communautés de base. Ce soir est une victoire pour les conservateurs courageux à travers l'Iowa et partout à travers cette grande nation. Ce soir, l'État de l'Iowa a parlé. Donald Trump, qui a mené la course en tête pendant des mois, a terminé en seconde position. Le magnat de l'immobilier a déjà les yeux rivés sur le New Hampshire, prochaine étape où il promet une victoire à ses partisans. Nous allons continuer cette course pour obtenir l'investiture républicaine. Nous irons battre facilement Hillary ou Bernie ou n'importe qui se présentera. Marco Rubio, le sénateur de la Floride, a terminé troisième, talonnant Donald Trump après avoir mobilisé des foules de républicains. Ce soir, ici, dans l'Iowa, les gens ont envoyé un message très clair. Après 7 ans de Barack Obama, nous n'allons pas attendre plus longtemps pour reprendre notre pays. La participation côté républicain a atteint un record, remplissant les salles à West Des Moines. Sheila Waller a soutenu Marco Rubio. Je pense qu'il est extrêmement éloquent, très bien éduqué et très au parfum de la politique étrangère. Et je pense que c'est quelque chose qui frappe tout le monde. Les démocrates se sont également mobilisés à Des Moines. Les partisans de Hillary Clinton et de Bernie Sanders étaient également impatients de voter. Il apporte un vent frais sur le processus politique. Je pense qu'elle va être la candidate la plus forte pour suivre les pas d'Obama. Elle est capable de travailler avec le Congrès. La course démocrate s'est jouée sur un mouchoir de poche. Madame Clinton, revendiquant la victoire, a reconnu que ce n'était pas gagné d'avance. Waouh, quelle nuit! Une nuit incroyable! Quelle grande campagne! Cela a été un honneur incroyable de faire campagne dans l'Iowa avec beaucoup d'entre vous pour défendre l'avenir que nous voulons pour le Parti démocrate et pour les États-Unis d'Amérique. Sanders, de son côté, n'a pas reconnu sa défaite. Entouré de jeunes électeurs, il se dit même impatient d'aller au New Hampshire où il dispose d'une avance sur Mme Clinton. Compte tenu de l'énorme crise que connaît notre pays, il est tout simplement trop tard pour la politique conventionnelle et l'économie conventionnelle. Le démocrate Martin O'Malley et les républicains Mike Huckabee et Rand Paul ont déjà jeté l'éponge. Ceux qui restent dans la course se ruent vers le New Hampshire où se tiendront des primaires mardi prochain. Et pour nous éclairer dans ce décryptage des élections américaines, avec nous Idrissa Seydoudia, vous êtes journaliste ici à La Voix de l'Amérique, à la rédaction avec nous. L'ancien diplomate américain Brett Bruen, vous êtes désormais président de The Global Situation Room ici à Washington. Et enfin avec nous depuis New York, dans nos studios, le professeur Souleymane Béchir Diagne. Merci d'être avec nous. Nous ouvrons donc cette discussion avec vous, Idrissa Seydoudia. Pour ceux qui commencent à peine à suivre la politique américaine, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un caucus ?
Bon, quand on parle de caucus, c'est différent des élections primaires où vous posez votre bulletin dans l'urne et c'est terminé. Dans le cas de l'Iowa, c'est assez particulier. Chez les républicains, c'est beaucoup plus simple. Vous venez, vous votez, et puis ensuite, on fait, le décompte des voix, et c'est à la proportionnelle. Chez les démocrates, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, vous avez vos candidats, vos différents candidats. On se met d'un côté, et ça se passe dans différents endroits, comme une école, comme un stadium, comme, une église. Alors vous venez, vous mettez d'un côté, si vous êtes pour, disons, Trump, Trump est républicain, mais disons Hillary Clinton, vous vous mettez là, vous êtes pour Bernie, vous vous mettez là, vous êtes pour O'Malley, vous vous mettez là, et si vous êtes ce qu'on appelle undeclared, pas déclaré, vous avez aussi votre groupe. Alors ensuite, il faut un minimum de 15% pour continuer d'être pris en compte dans cette consultation. Si vous n'avez pas 15%, vos supporters devront nécessairement choisir un camp. Ça peut être aussi non déclaré. Et c'est comme ça qu'ensuite on va répartir les délégués. Alors, professeur Béchir Diagne, est-ce qu'il y a toujours eu des caucus dans les processus électoraux américains ? Est-ce que parce que c'est quand même une particularité américaine si l'on regarde bien. Oui, c'est la forme traditionnelle. C'est la forme traditionnelle. Le caucus, le mot même, fait partie véritablement du vocabulaire politique américain. Et c'est vrai qu'à une époque comme la nôtre, où les votes électroniques continuent de se répandre, le processus tel que Idrissa Seydoudia vient de le décrire apparaît comme une sorte de vieillerie, mais ça fait le charme, à mon avis, de ces élections-là, ce mélange de caucus très traditionnels et de formes beaucoup plus modernes de vote. Alors pourquoi l'Iowa? Pourquoi avoir choisi cet État pour commencer? Mais écoutez, je parlais tout à l'heure de tradition, c'est encore une tradition. Je crois qu'il y a eu, il y a quelques années, une discussion pour savoir s'il ne fallait pas refaire la planification des élections. Mais il est de tradition de commencer par l'Iowa, et je crois que c'est la force de la tradition qui fait que c'est toujours l'Iowa qui commence. Et en plus, l'Iowa a une configuration très particulière. On vient de le dire, la forme du vote et le caucus, et par ailleurs la sociologie même de l'Iowa est très particulière, ce qui fait que le message que l'Iowa projette sur les élections et sur les étapes à venir est toujours un message très important et très intéressant. Regardez par exemple quand Barack Obama avait gagné l'Iowa. C'est au fond sur la dynamique qui a été ainsi créée. Effectivement, c'est la question en fait que je voulais poser à notre autre invité qui est en plateau avec nous, Brett Bruen. Est-ce que cette étape des caucus et là de l'Iowa, est-ce que c'est une étape incontournable dans le calendrier électoral? Oui, surtout parce que c'est la politique de proximité. Et si vous voulez, c'est une façon par laquelle les politiciens doivent prouver leur capacité non seulement à être un leader, mais aussi à diriger leur campagne vers un peuple qui est éloigné, un peuple qui a certaines préoccupations qui ne sont pas les mêmes préoccupations ici à Washington. C'est aller au plus près de l'électorat. Voilà. Alors, caucus, convention, Super Tuesday, des termes qui peuvent paraître barbares et qui sont propres au processus électoral américain, on vient de le dire. Alors, comment les candidats républicains et démocrates sont-ils choisis? Salwa Jafari nous éclaire. Choisir un président commence officiellement avec l'élection primaire, lorsque chaque parti choisit un candidat. Au cours de ce processus, chaque État organise son propre scrutin, appelé primaire ou caucus. Le premier caucus est traditionnellement tenu en Iowa. Dans un caucus, les citoyens se rassemblent dans un espace public pour débattre des questions qui les préoccupent. Ils choisissent ensuite un candidat. Les résultats de chaque district sont ensuite comptabilisés pour déterminer un résultat au niveau de l'État. La première primaire se tient au New Hampshire. Une primaire ressemble à une élection ordinaire où les citoyens votent dans des bureaux de vote. Une date importante, le Super Tuesday, c'est quand plusieurs États votent le même jour.
Les primaires au niveau des États et les caucus se poursuivent jusqu'à la fin du premier semestre. Généralement, le nom du vainqueur émerge avant même que tous les concours de candidature soient terminés. L'annonce n'est toutefois officielle que lors des congrès politiques nationaux de chaque parti. Alors, on a compris que les caucus sont une étape cruciale. Que se passe-t-il ensuite, Idrissa Seydoudia ? Bon, ça se poursuit jusqu'à la convention, que ce soit du Parti démocrate ou du Parti républicain. Et c'est là que le candidat du parti est officiellement sélectionné. Alors là, on était début février pour le caucus de l'Iowa. La prochaine date ? La prochaine date, je crois que c'est la Caroline du Sud. Et puis il y a le Nevada et tout ça. Mais la plus grande moisson de délégués, ce sera le Super Tuesday qui aura lieu le 1er mars. Et le New Hampshire ? Le New Hampshire est une étape aussi incontournable. Ça a lancé par exemple la candidature de Bill Clinton, on l'appelait le comeback kid, parce que c'est là vraiment qu'il a repris du poil de la bête et a pu accéder à la présidence. Ça l'a catapulté en quelque sorte. Alors, professeur Diagne, l'agenda qui conduit à la Maison-Blanche jusqu'au 4 novembre reste encore long. Il y a plusieurs étapes. Est-ce que le caucus, est-ce que toutes ces étapes-là sont des étapes indispensables et qui peuvent faire en sorte que les candidats, celui qui a été par exemple malheureux durant ces étapes-là, soit chanceux le 4 novembre ? Oui, tout à fait. Il y a une part d'imprévisibilité dans la poursuite des élections primaires, de caucus en primaire et en autres primaires. Idrissa Seydoudia l'a dit tout à l'heure, le président Bill Clinton avait vu sa candidature rebondir au New Hampshire. Et en général, si un candidat se détache, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout. On sait à partir d'un certain moment qui va être le candidat et tout le reste de la procédure consiste à faire bloc et à se rallier autour de ce candidat. Mais lorsque les élections sont relativement serrées et imprévisibles, et on a toutes les raisons de croire que cette année-ci, nous avons vraiment des élections assez imprévisibles, on peut avoir d'une primaire à l'autre, d'une semaine à l'autre, des rebondissements qui relancent telle candidature, qui remettent en question telle autre candidature. C'est donc un processus assez imprévisible qui peut se mettre en place. Alors justement, Brett Bruen, est-ce que c'est déterminant pour un homme politique qui est dans la course à la Maison-Blanche d'avoir les meilleurs scores possibles ? Est-ce qu'il peut y avoir des retournements de situation ? Est-ce que Trump, par exemple, qui vient d'accuser une défaite, peut rebondir ? Bien sûr, parce qu'en fait, chaque État a sa propre dynamique. Alors, il y en a des États, par exemple l'Iowa, qui vont être plus favorables à un candidat comme le sénateur Cruz. Il y en a d'autres, comme le New Hampshire, qui sont plus favorables aux candidats comme le sénateur Sanders. Alors, ce que les candidats, surtout en ce moment, vont essayer de faire, c'est d'attendre jusqu'à leurs États arrivent en espérant que ça va leur aider à montrer leur pouvoir et aussi ils vont attendre pour que les autres candidats font des erreurs. Et en ce moment-là, ils peuvent faire le processus jusqu'au bout. Donc ces résultats qu'on vient de voir, messieurs, ne sont pas définitifs et ne sont pas forcément augures de mauvaises chances pour ceux qui sont arrivés deuxième ou troisième. Non, pas du tout. Et en réalité, on compare ce processus à une sorte de marathon. Donc, il y a des écueils en cours de route. Et souvent, ça permet de découvrir vraiment quel genre d'individu prétend à la présidence. Effectivement, c'était un premier jet, moins, de ce qui va suivre pour la suite des élections. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite après cette courte pause. Restez avec nous.
avec nos invités dans ce Washington Forum consacré aux élections américaines de 2016. Avant de poursuivre avec nos invités, prenons la direction de l'Afrique. Sur le continent, cette présidentielle US intéresse. D'Abidjan à Niamey, en passant par Conakry, nos différents correspondants ont tendu leur micro et ça donne ça à écouter. Honnêtement, je préfère les Républicains. Parce que les Républicains, quand ils sont au pouvoir, c'est la sécurité. Parce qu'il faut le gendarme. Moi, j'ai toujours été un adepte démocrate et je souhaiterais vraiment qu'Hillary Clinton soit la prochaine présidente des États-Unis. Je pense qu'elle peut faire l'affaire parce qu'elle doit avoir déjà la notion de la gestion de l'État. Je préférais que ce soit Hillary Clinton. Parce que je suis une femme. Aujourd'hui, il faudrait que aussi les femmes aussi arrivent à prendre le devant des choses et pour changer toutes choses. Généralement, c'est le nom de Mme Clinton que j'entends. Et ça fait que j'ai une petite nièce qui s'appelle Hillary. J'aime bien l'appeler Hillary Clinton. Et étant donné que les États-Unis se présentent un peu comme les gendarmes du monde, il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'assez raisonnable à la tête de ce pays. C'est ce qu'il faut faire un peu partout dans le monde. Et il faudrait aussi que les pays africains vraiment épousent cette manière de faire-là pour que les élections ici se déroulent aussi de cette manière-là. Donald Trump, en tant que musulman, je l'apprécie. Je l'apprécie pour son honnêteté parce qu'il n'a pas été hypocrite comme certains politiciens du monde occidental. Les élections au niveau des États-Unis, l'organisation et un peu l'aspect, la manière dont c'est organisé, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet à chaque candidat de prouver exactement dans sa circonscription qu'est-ce qu'il vaut exactement. Comment il arrive à rassembler ses troupes. Hillary Clinton se demande est-ce qu'elle va pouvoir gérer. Parce que chez nous en Afrique, c'est une dame, elle est facilement manipulable. Et puis on peut lui dire beaucoup de choses et elle va s'éclater un jour en sanglots devant tout le monde. Donald Trump, il y a des possibilités qu'il passe, mais ça serait un peu difficile. Parce que vu que les gens ont commencé à faire un peu confiance à son principal challenger, je trouve que le principal challenger a plus de possibilités de passer. Alors, professeur Diagne, qu'est-ce qui explique la popularité de ces élections à travers le monde ? Mais écoutez, lorsque ceux qui ont été interrogés ont parlé de l'Amérique comme gendarme du monde, ils ont mis le doigt sur quelque chose. Peut-être pas que ce soit un gendarme du monde, mais c'est vrai qu'il y a un leadership mondial exercé par les États-Unis et cela vient de ses responsabilités comme première puissance mondiale. Et donc la direction des affaires du monde est très liée à ces élections américaines. Par conséquent, cela attire l'attention. Évidemment, le processus lui-même aussi est intéressant et certains de ceux qui ont été interrogés ont parlé de la nature même du processus, ces longues élections primaires qui permettent à des candidats de faire leurs preuves ici et là. Mais c'est surtout le rôle que les États-Unis jouent dans le monde qui fait que d'une certaine façon, l'élection américaine est une élection qui intéresse le monde entier. Effectivement. Idriss Adia, l'enjeu de la campagne de 2008 et de 2012 était notamment porté sur la personne de Barack Obama, un symbole pour l'histoire. Quel est l'enjeu de cette élection 2016 ? Si on suit de très près cette campagne, on a l'impression que c'est la sécurité. Il y a l'émergence du groupe État islamique qui a beaucoup effrayé les Américains. C'est bousculer la donne. Exactement. C'est ainsi que des candidats comme Ted Cruz, comme le milliardaire Donald Trump parlent de même interdire temporairement l'entrée des musulmans aux États-Unis. Et le président Obama, qui quand même reste au pouvoir et doit rassurer le monde, est allé visiter une mosquée. Parce qu'on lui reproche de... Un acte fort, c'était à Baltimore. Exactement. Et parce que les candidats, faisant un peu de démagogie, disons-le, n'ont pas hésité à dire qu'ils n'osent même pas prononcer le mot islam radical. Alors comment est-ce qu'il peut combattre ce mouvement? Et lui, il essaie d'expliquer aux Américains que le problème, ce n'est pas l'islam. C'est une forme de terrorisme qui veut accaparer l'islam pour poursuivre des buts inavouables.
Alors justement, un des candidats les plus en vue de cette course, c'est le républicain et milliardaire Donald Trump, connu aussi pour ses déclarations souvent provocatrices. Je vous propose d'en écouter une. J'ai vu un président qui n'avait aucune idée de ce qu'il était en train de faire. Il ne savait même pas ce qu'il faisait là. Donald J. Trump appelle à un blocage total des musulmans qui souhaitent rentrer aux États-Unis jusqu'à ce que les représentants de notre pays sachent ce qui se passe vraiment. Les Mexicains ramènent la drogue, le crime, ce sont des violeurs. Je vais construire un grand mur sur notre frontière avec le Sud et je vais faire en sorte que le Mexique règle la facture. Alors Brett Bruen, en dehors des États-Unis, on parle souvent de campagne à l'américaine pour qualifier la campagne électorale qui est en cours ici, une campagne très médiatique. Est-ce que c'est le plus fort dans les médias qui peut remporter la Maison-Blanche? Est-ce que Donald Trump, avec ses propos ravageurs, peut avoir gain de cause? Je crois qu'on a vu au Iowa l'exemple que le pouvoir dans la presse ne forcément produit les meilleurs résultats électoraux. Et je crois que oui, bien sûr, quelqu'un comme Trump pourrait capturer les titres, pourrait capturer beaucoup de temps dans la presse, mais ce n'est pas forcément ce qui va gagner l'élection. Parce qu'en fait, ces jours-ci, le processus politique a plusieurs dimensions. Il y a une dimension qui est bien sûr ce qui se passe dans la presse, mais il y a aussi ce qui se passe dans les réseaux sociaux, il y a ce qui se passe dans les coins éloignés comme New Hampshire et ailleurs. Et il aura besoin d'améliorer sa campagne pour gagner et il ne peut pas rester dans la presse tout le temps. Alors justement, on parle des médias sociaux. Vous avez été nombreux à réagir sur ce sujet. Voici quelques-unes de vos réactions sur Facebook. Zumbamba à Abidjan, ce qui est intéressant, c'est qu'après la proclamation des résultats, les perdants féliciteront le vainqueur en reconnaissant leur défaite comme s'ils étaient tous amis. Pierre Bukundi à Kinshasa, non au 3e mandat en Afrique, mais les démocrates américains ne font rien sur la politique internationale, sauf la guerre. Il fait référence à celle de 93 en Afrique avec Bill Clinton. Mohamed Mouktarba à Freetown. Bien sûr, je suis les élections américaines de très près et Donald Trump est mon grand favori. Et enfin, Alphonse Mbouaki à Kinshasa. Donald Trump, milliardaire, ne distribue pas de dons pour s'attirer la sympathie des électeurs. Mais s'il était en Afrique, il aurait soudoyé les populations pour acheter leur voix en distribuant des t-shirts, en bitumant un tronçon routier, en construisant un pont, en installant des tuyaux de canalisation d'eau potable ou encore un câble électrique pour éclairer un coin de rue. Professeur Diagne, je reviens vers vous. Des réactions à ces commentaires qui nous proviennent du continent? Oui, alors les commentaires montrent l'intérêt dont nous parlions tout à l'heure pour ces élections américaines. Il est intéressant de voir qu'il n'y a pas dans ces commentaires de réaction aux propos véritablement outrageants de Donald Trump contre un peu tout le monde. C'est un candidat qui a la particularité d'avoir insulté à peu près tout le monde. Et c'est intéressant de voir qu'un de vos interlocuteurs l'a considéré comme son favori parce que c'est un personnage haut en couleur qui semble être fait évidemment pour les médias modernes comme la télévision, avec ses déclarations à l'emporte-pièce intempestives, et tout cela pour ne pas parler de politique. Personne, pas beaucoup de gens du côté républicain en particulier, ne parlent véritablement de politique et les Africains qui ont réagi à ces élections sont bien en peine de commenter sur un contenu politique, en particulier de politique étrangère, qui serait favorable au continent africain, par exemple, ou qui s'occuperait simplement du continent africain. On a l'impression qu'on a des élections qui se jouent vraiment sur des déclarations fracassantes, beaucoup plus que sur des propositions politiques. Vous pensez que ça manque de fond du côté républicain? Vous pensez que ça manque de fond?
ça manque de substance. Est-ce que l'on sait où M. Donald Trump veut aller? Quelle orientation il veut donner à sa politique étrangère, autre que dire une chose absolument à la fois abominable et infaisable, consistant à dire que les musulmans vont être mis de côté quand il s'agira d'entrer sur le territoire américain. Et malheureusement, on se rend compte que ça semble marcher auprès d'une certaine population. Alors, professeur Diagne, ainsi que messieurs, une question pour vous tous. Hillary Clinton a devancé sur le fil Bernie Sanders. Est-ce qu'elle doit encore le craindre? Est-ce que justement, comme vient de le dire le professeur Diagne, est-ce que tout ça ne manque pas de fond pour pouvoir délimiter concrètement les candidats les uns des autres? Ce qui est marrant dans cette situation de Hillary Clinton, c'est qu'elle a en face d'elle un homme de 74 ans, n'est-ce pas, qui se dit socialiste en Amérique et qui attend le... C'est une première, hein? N'est-ce pas? Et qui attaque le bastion du capitalisme, Wall Street, en Amérique, et qui reste très populaire, et surtout auprès de la jeunesse qui le trouve, quote and quote, comme on dit ici, cool. Alors, c'est ça le problème de Hillary Clinton, le fait que beaucoup de jeunes trouvent en Bernie Sanders un héros. Mais alors, comment ça se fait? À quel moment est-ce qu'elle s'est trompée? À quel moment? Je voudrais ajouter une chose. Et le problème était très clair dès le début, parce qu'il y a beaucoup de gens qui poussaient une certaine Elizabeth Warren du Massachusetts, qui l'a poussée pour qu'elle se présente contre Hillary Clinton. Elle ne l'a pas fait. Mais c'est parce que beaucoup de gens estiment que, comment dirais-je, le programme de Obama ne s'est pas réalisé en réalité et qu'il avait fait beaucoup de promesses et que les riches restent très riches et que, n'est-ce pas, ceux qui sont dans une situation assez précaire le restent toujours. Brett Bruen. Je crois que l'histoire des premiers mois de cette élection, c'est une histoire des extrêmes. Je crois que le sénateur Sanders, Donald Trump et bien le sénateur Cruz sont des candidats qui offrent des idées aux extrêmes et qu'il y a une certaine partie de la population américaine qui voudrait, en ce moment de peur, en ce moment d'incertitude, d'avoir quelqu'un qui réponde à ses préoccupations. Et c'est ce que ces candidats ont fait. Alors, professeur Diagne, il y a eu des défections, il y a eu des surprises pendant ce caucus de l'Iowa. Est-ce que les Américains ont déjà une idée, selon vous, avec votre analyse et votre recul, est-ce qu'ils ont une idée déjà du profil, entre guillemets, idéal de leur futur président? Est-ce qu'il y a une petite idée? Vous savez, c'est encore très fragile, mais alors que pendant très longtemps, un candidat comme Donald Trump a plané au-dessus des sondages, il était au-dessus de tout le monde, le fait qu'il ne soit arrivé que deuxième dans l'Iowa, le fait que Marco Rubio se soit propulsé à la troisième place très proche du second, semble être un indicateur que tout au long du déroulement de ces élections primaires, des voix raisonnables, des voix de candidats qui préfèrent parler de politique plutôt que de faire des déclarations fracassantes vont probablement commencer à s'installer. Je pensais à ce que l'un des Ivoiriens qui avait été interrogé disait. Il avait utilisé le mot raisonnable. Il avait parlé de candidats raisonnables. Je crois que les candidats raisonnables vont commencer à émerger du côté du Parti républicain. Et du côté du Parti démocrate, on l'a dit tout à l'heure, il est quand même fascinant de voir que quelqu'un comme le sénateur Bernie Sanders pose tellement de problèmes à Mme Clinton. Effectivement. Il est possible et même probable à l'heure actuelle. Merci, professeur. Je suis désolée de vous couper. C'est déjà la fin de cette émission. Mais merci pour tous vos éclairages. Merci à nos invités sur place. Merci pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce numéro, ainsi qu'à la chaîne TV10 à Kigali, au Rwanda, qui diffuse Washington Forum. Restez sur VOA Afrique.